Personne n'a besoin de toi, ni de ton fric, m'a insulté ma sœur Oriane, alors qu'elle vidait mon compte en banque pour payer son champagne. Elle riait, la tête renversée en arrière, persuadée que je n'étais qu'un paillasson silencieux. Ce qu'elle ignorait, c'est que la maison bourgeoise dans laquelle elle dormait et la voiture neuve qu'elle conduisait étaient toutes les deux à mon nom. Elle pensait être intouchable. Elle se trompait lourdement. Son sourire suffisant s'est effacé le lendemain matin, à la seconde précise où j'ai révoqué la totalité de son existence dorée. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute la plus spectaculaire de l'histoire de ma famille, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi en commentaire votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore imaginer que ma voix voyage à travers le monde. Tout a commencé un vendredi soir de novembre, ici à Besançon. Il pleuvait, cette pluie fine et glaciale de l'est de la France qui vous pénètre jusqu'aux os. Il était 19h30 passé. J'étais assise dans ma vieille Clio, garée sur le parking désert de l'entrepôt logistique où je travaille comme responsable de la chaîne d'approvisionnement. Le moteur était éteint pour économiser de l'essence. Je mangeais un sandwich triangle acheté à la station-service, le pain était mou, la mayonnaise avait un goût rance, et mes mains tremblaient légèrement de fatigue. J'avais passé 10 heures à gérer une rupture de stock de médicaments critiques, criant au téléphone, négociant avec des transporteurs, résolvant des crises qui n'étaient pas les miennes. C'est à ce moment précis, dans le silence morne de l'habitacle, que mon téléphone a vibré. Une notification de ma banque. Paiement accepté. 340 €, le Sauvage. J'ai cligné des yeux, incrédule. Le Sauvage est l'un des restaurants les plus huppés de la ville, niché dans la citadelle, avec une vue imprenable et des menus gastronomiques. 340 €. C'était plus que mon budget alimentaire pour tout le mois. J'ai senti une boule se former dans mon estomac, un mélange d'acide gastrique et de pure anxiété. C'était la carte supplémentaire. Celle que j'avais confiée à Oriane, pour les urgences. J'ai posé mon sandwich, l'appétit coupé net. J'ai tapé un message, essayant de rester calme, rationnel, comme je le fais toujours au travail. Oriane, c'est quoi cette dépense? C'est une urgence médicale? 2 minutes plus tard, la réponse est arrivée. Pas un texte. Une note vocale. J'ai appuyé sur lecture. Le son a rempli la petite voiture froide. D'abord, le bruit de fond d'un restaurant animé, le cliquetis de l'argenterie, de la musique jazz. Puis, la voix d'Oriane, pâteuse, joyeuse, triomphante. Elle ne me parlait pas directement, elle parlait à quelqu'un d'autre, probablement sa meilleure amie Zélie, mais elle avait laissé l'enregistrement tourner pour que j'entende. Attends, c'est ma sœur la coincée qui s'inquiète pour son précieux solde, disait Oriane avec un rire gras. Fanélie, tu sais quoi? Détends-toi. C'est mon anniversaire dans 2 mois, considère ça comme une avance. Et puis franchement, à quoi ça te sert de garder tout cet argent? Il y a eu un silence, puis la voix de Zélie, elle va être furieuse, non. Et là, Oriane a prononcé les mots qui allaient changer le cours de nos vies. Sa voix est devenue plus forte, imprégnée d'un mépris si pur qu'il en était presque toxique. Furieuse? Bof. Elle n'osera rien dire. C'est un paillasson. De toute façon, écoute-moi bien, personne n'a besoin d'elle. Personne. Les hommes la fuient parce qu'elle est ennuyeuse à mourir. Maman la tolère parce qu'elle paye les factures. Personne n'a besoin de Fanélie, ni de sa présence, ni de sa morale. On a juste besoin de son fric. Elle devrait être honorée que je l'aide à le dépenser, ça lui donne l'impression d'exister. Les rires ont éclaté, aigus, cruels, suivis du bruit de verre qui s'entrechoquent. Santé à la vieille fille, a crié Zélie. Le message s'est terminé. L'écran est devenu noir. Je suis restée assise là, pétrifiée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le volant. C'était étrange, mais la colère ne ressemblait pas à du feu. Elle ressemblait à de la glace. Un froid absolu qui partait de ma poitrine et envahissait mes membres. Personne n'a besoin de toi. J'ai regardé mes mains rugueuses, abîmées par le stress et le manque de soins. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur, des cernes profonds, un visage tiré,
une femme de 32 ans qui en paraissait 45. Oriane avait raison. J'étais devenue ennuyeuse. J'étais devenue une ombre. Mais pourquoi? Pour qui? Pour qu'elle puisse boire du champagne millésimé pendant que je mangeais des sandwichs industriels. J'ai redémarré la voiture. Le moteur a toussé un peu avant de se lancer. Oriane pensait que j'étais un guichet automatique sans âme, une machine programmée pour dire oui et payer. Elle pensait que ma gentillesse était une faiblesse structurelle, inhérente à ma personnalité. Elle avait tort. Ma gentillesse n'était pas une faiblesse. C'était un choix. Un choix que je renouvelais chaque matin depuis 3 ans. Et ce soir, dans la solitude de ce parking, j'ai fait un nouveau choix. J'ai conduit jusqu'à chez moi, l'esprit clair comme du cristal. Oriane pensait que personne n'avait besoin de moi? Parfait. Demain, elle allait découvrir ce que c'est que de vivre sans la personne dont personne n'a besoin. Je suis rentrée dans mon petit appartement de location. Oui, je louais un studio minuscule alors que je possédais une maison de 4 chambres et j'ai sorti le dossier rouge que je gardais au fond de mon armoire. Le dossier que j'espérais ne jamais avoir à ouvrir. Sur la couverture, j'avais écrit un seul mot, révocation. J'ai caressé le papier froid. Oriane riait encore au restaurant, sans savoir qu'elle venait de signer son propre arrêt de mort financier. Pour comprendre pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi je vivais comme une étudiante fauchée alors que je gagnais très bien ma vie, il faut remonter 3 ans en arrière. À l'époque, nous étions une famille normale, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon père était le pilier. Un homme bon, généreux, mais terriblement mauvais gestionnaire. Quand il est mort subitement d'une crise cardiaque, il nous a laissé un héritage empoisonné, une maison hypothéquée jusqu'au toit, des dettes de jeux cachés et aucun compte d'épargne. Je me souviens du jour de l'enterrement. Il pleuvait, comme ce soir. Maman était effondrée, incapable de tenir debout sans calmant. Oriane, elle, pleurait, mais elle s'inquiétait surtout de savoir si son mascara coulait pour les photos. J'étais la seule à ne pas pleurer. Pas parce que je n'avais pas de peine, mais parce que quelqu'un devait parler au banquier qui attendait, impatient, à la sortie du cimetière. La réalité était brutale, la banque allait saisir la maison familiale. Maman allait se retrouver à la rue. Oriane, qui n'avait jamais travaillé de sa vie et se rêvait influenceuse Instagram, allait devoir trouver un vrai travail. C'est là que j'ai commis l'erreur de ma vie. J'ai écouté la voix de mon père dans ma tête, prends soin d'elle, Fanélie. Tu es l'aînée. Tu es la forte. J'ai vendu mon propre appartement, un petit 2 pièces que j'adorais et que j'avais mis 7 ans à payer. J'ai pris toutes mes économies. Je suis allée voir la banque et j'ai négocié un rachat de crédit massif. J'ai mis la maison familiale à mon nom pour éviter la saisie. J'ai pris un leasing professionnel au nom de ma micro-entreprise pour une Peugeot 3008 flambant neuve, parce que la vieille voiture de papa avait rendu l'âme et qu'Oriane disait qu'elle avait besoin d'un véhicule fiable pour aller aux entretiens d'embauche. Les entretiens n'ont jamais eu lieu. La Peugeot est devenue le carrosse d'Oriane. La maison est devenue son château. Maman, trop fragile émotionnellement, a laissé faire. Elle vivait dans le déni, heureuse que rien ne change dans son quotidien. Moi, j'ai déménagé dans ce studio minable pour pouvoir assumer les traites de la maison, le loyer de la voiture, les assurances, les taxes foncières. Pendant 3 ans, j'ai vécu par procuration. Je voyais Oriane poster des photos de sa nouvelle voiture, de sa belle maison, organisant des brunchs coûteux que je finançais indirectement. Quand je venais le dimanche pour le déjeuner, j'étais traitée comme une invitée gênante. Oriane levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail. Tu es tellement matérialiste, Fanélie, me disait-elle en sirotant le vin que j'avais payé. Tu ne sais pas profiter de la vie. J'ai avalé ses remarques. J'ai avalé le mépris. Je me disais qu'elle était jeune, qu'elle souffrait du deuil à sa manière. Je me disais que c'était mon devoir. Mais ce soir, en écoutant cet enregistrement vocal, le voile s'est déchiré. Ce n'était pas du deuil. Ce n'était pas de la jeunesse. C'était du parasitisme pur et simple. J'avais créé un monstre. J'avais nourri son ego avec mes sacrifices, et maintenant, ce monstre voulait me dévorer tout en se moquant de mon goût.
J'ai regardé les relevés de compte étalés sur mon lit. Les chiffres ne mentent pas. Sephora, 450 € Zara, 300 € abonnement salle de sport premium, qu'elle n'utilise jamais, 80 € mois et maintenant, le sauvage, 340 €. C'était mon sang qu'elle buvait. Chaque euro représentait une heure de ma vie passée sous des néons agressifs, à gérer des palettes et des fichiers Excel. Elle ne volait pas seulement mon argent, elle volait mon temps sur cette terre. J'ai pris un stylo rouge. J'ai encerclé chaque dépense superflue. La liste était longue. Puis j'ai pris mon ordinateur portable. Il était 2 heures du matin, mais je n'avais pas sommeil. L'adrénaline pulsait dans mes veines, chassant la fatigue. J'ai ouvert le portail de gestion de ma flotte automobile d'entreprise. La Peugeot 3008 y apparaissait, localisée actuellement devant une boîte de nuit du centre-ville. J'ai souri tristement. J'ai préparé la commande de blocage à distance, mais je ne l'ai pas activée. Pas encore. J'ai ensuite rédigé un email à Maître Valérien, mon avocat de famille. Objet, mise en demeure et expulsion. Le corps du mail était court, précis, chirurgical. Je demandais la préparation immédiate des documents pour mettre fin à l'hébergement à titre gratuit. J'ai fermé l'ordinateur. Le silence de l'appartement n'était plus oppressant. Il était chargé d'électricité statique, comme l'air avant un orage violent. Je me suis couché, mais je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, répétant dans ma tête la phrase d'Oriane, « Personne n'a besoin d'elle ». Demain, elle allait apprendre une leçon fondamentale de physique. Quand on coupe les fils d'une marionnette, la marionnette ne danse plus. Elle s'effondre. Le samedi matin s'est levé gris et maussade sur Besançon, mais pour moi, tout semblait étrangement net, comme si j'avais enfin mis les bonnes lunettes. Je ne suis pas allé courir comme d'habitude. À 9 heures précises, j'étais devant la porte en chêne massif du cabinet de Maître Valérien. L'odeur de vieux papier et de cire à bois m'a accueilli. Maître Valérien, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes écaillées, m'attendait. Il avait défendu mon père lors de ses mauvaises affaires, et il m'avait mis en garde, 3 ans plus tôt, contre le fait de tout mettre à mon nom. Alors, Fanelli, dit-il en s'asseyant lourdement dans son fauteuil en cuir. On y est ? J'ai posé le téléphone sur son bureau et j'ai fait jouer l'enregistrement vocal d'hier soir. La voix criarde d'Oriane a profané le silence feutré du cabinet. Personne n'a besoin d'elle. On a juste besoin de son fric. Le visage de Maître Valérien s'est durci. Il a ôté ses lunettes et les a essuyées lentement. C'est d'une cruauté remarquable, a-t-il murmuré. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Une fois que nous lançons la procédure, c'est une déclaration de guerre. Il n'y aura pas de retour en arrière possible pour la famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma famille est morte le jour où mon père est parti, maître. Ce qui reste, ce sont des locataires ingrats qui ont oublié de payer le loyer du respect. Nous avons passé les 2 heures suivantes à verrouiller le plan. C'était une opération militaire. Premièrement, la lettre recommandée avec accusé de réception pour notifier la fin de l'hébergement gratuit. La loi française est stricte, je ne pouvais pas la mettre dehors du jour au lendemain. Je devais lui donner un délai raisonnable. 1 mois. C'était généreux, compte tenu des circonstances. Mais, ajouta Maître Valérien avec un petit sourire en coin, rien ne vous oblige à maintenir le confort 5 étoiles durant ce mois de préavis. C'est là que résidait ma véritable vengeance immédiate. J'étais propriétaire de la maison. Les contrats d'électricité, d'eau, d'internet fibre optique ultra rapide, tout était à mon nom. Je ne pouvais pas couper l'eau ou l'électricité, c'est illégal, mais internet ? Le câble TV ? Les abonnements de streaming ? Ça, c'était du superflu. Deuxièmement, la voiture. C'était un véhicule de société. Oriane n'était pas employée de ma société. Elle n'avait aucun droit de la conduire. Je vais rédiger une notification de restitution immédiate du véhicule, dit l'avocat. Si elle ne rend pas les clés sous 24 heures après réception, nous portons plainte pour abus de confiance. Troisièmement, les finances. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Sous le regard approbateur de l'avocat, j'ai cliqué sur la carte Visa premier se terminant par 4589.
Celle d'Oriane. Option, verrouiller temporairement. Non. Option, faire opposition définitive. Oui. Motif, utilisation frauduleuse. J'ai validé. Un petit cercle a tourné sur l'écran pendant 2 secondes, puis un message vert est apparu, carte mise en opposition avec succès. C'était fait. Le cordon ombilical en or massif était coupé. Il y a une dernière chose, Fanelli, dit maître Valérien en me raccompagnant à la porte. Préparez-vous. Quand on retire la cuillère en argent de la bouche d'un enfant gâté, il ne pleure pas. Il mord. Qu'elle morde, répondis-je en remontant le col de mon manteau. J'ai un vaccin contre la rage maintenant. Je suis sorti du cabinet. La pluie avait cessé. Il était 11h30. Je savais exactement où se trouvait Oriane à cette heure-ci. Elle avait rendez-vous pour son soin du visage hebdomadaire à l'Institut L'Écrin de Beauté. C'était son rituel du samedi, un autre luxe que je finançais. Je me suis installé à la terrasse couverte d'un café juste en face de l'Institut. J'ai commandé un expresso serré. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'anticipation. Je vous pose la question, à vous qui m'écoutez, si vous aviez entendu votre propre sœur dire que personne ne vous aime et que vous ne servez qu'à payer, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu le courage de tout couper? Ou auriez-vous pardonné au nom de la famille? Dites-moi franchement dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. J'ai regardé ma montre. 11h45, le soin devait être terminé. Elle allait passer à la caisse d'une minute à l'autre. J'ai bu une gorgée de café brûlant. Le spectacle allait commencer. Depuis ma position stratégique au café, j'avais une vue imprenable sur la vitrine de l'Institut de beauté. Je voyais Oriane à travers la vitre. Elle était radieuse, la peau luisante de crème hors de prix, discutant avec l'esthéticienne avec cette aisance décontractée des gens qui n'ont jamais eu à compter leur argent. Elle a sorti son portefeuille. J'ai vu le geste familier, nonchalant, avec lequel elle a tendu la carte Visa Premier doré. Ma carte. L'esthéticienne l'a insérée dans le terminal. Oriane a continué de bavarder, souriante. Puis, le sourire s'est figé. L'esthéticienne a froncé les sourcils, a retiré la carte, l'a essuyée sur sa blouse, le geste classique et inutile, et l'a réinsérée. Oriane a tapé le code. Refusé. Je ne pouvais pas entendre les bips, mais je pouvais lire le langage corporel. Oriane a ri nerveusement. Elle a fait un geste de la main genre, « Oh, ces machines capricieuses ». Elle a demandé à réessayer. Refusé. Le visage d'Oriane est passé du rose poudré au rouge cramoisi. Les autres clientes commençaient à regarder. L'humiliation publique. C'était exactement ce qu'elle m'avait infligé par message hier soir, mais cette fois, c'était réel, physique, tangible. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était elle. Je n'ai pas répondu. Il a vibré encore. Et encore. J'ai laissé sonner, savourant chaque vibration comme une petite victoire. Finalement, je l'ai vue fouiller frénétiquement dans son sac à main, probablement à la recherche de liquide qu'elle n'avait pas. Elle a dû laisser sa carte d'identité en caution. Elle est sortie de l'Institut en furie, le téléphone collé à l'oreille, marchant d'un pas agressif. Elle a traversé la rue sans regarder, manquant de se faire renverser par un scooter. Elle se dirigeait droit vers mon café. Elle m'avait vu? Non, elle avait juste géolocalisé mon téléphone grâce à l'application de partage familial que j'avais oublié de désactiver. Ironique. La technologie qu'elle utilisait pour me surveiller allait servir sa propre perte. Elle a déboulé sur la terrasse comme une tornade. Tu joues à QUI, a-t-elle hurlé, faisant sursauter un couple de personnes âgées à la table voisine. J'ai posé ma tasse calmement. Bonjour, Oriane. Tu as passé un bon soin? Ta peau a l'air hydratée. Ne te fous pas de moi. Elle a frappé la table du plat de la main. Ma carte ne passe pas. J'ai eu l'air d'une clocharde là-bas. Remets-la en marche tout de suite. C'est sûrement un bug de ton plafond de dépenses minables. Ce n'est pas un bug, dis-je doucement. Et ce n'est pas ta carte. Elle s'est figée. Quoi? J'ai fait opposition. Pour vol.
Ses yeux se sont écarquillés. Vol? Mais tu me l'as donné. Tu es malade, ma parole. Tu vas appeler la banque tout de suite et leur dire que c'est une erreur. J'ai un déjeuner avec Zélie dans 1 heure, je dois payer. Je me suis levée lentement. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite face à elle. Je me sentais immense. Non, Oriane. Tu n'as pas de déjeuner. Tu n'as plus de carte. Parce que, comme tu l'as si bien dit hier soir, personne n'a besoin de moi. Elle a blêmi. Elle a reculé d'un pas, réalisant soudain que j'avais entendu le message. Mais au lieu d'avoir honte, elle a contre-attaqué, fidèle à elle-même. Ah, c'est ça? Tu boudes? Parce que j'ai dit la vérité? Elle a ri, un rire strident, nerveux. Oh mon Dieu, Fanelli, c'est pathétique. Tu essaies de me punir comme une gamine? Tu crois que ça va changer quoi que ce soit? Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi parce que moi je brille et toi tu es, toi. Je ne suis pas jalouse, Oriane. Je suis épuisée. Et le robinet est fermé. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. La lettre que maître Valérien venait de rédiger. Je l'ai posée sur la table. Tiens. C'est pour toi. Lis-le attentivement. Ça concerne ton avenir immédiat. Elle a pris l'enveloppe, l'a déchirée, a parcouru les lignes en diagonale. Mise en demeure. Quitter les lieux. Restitution du véhicule. Elle a levé les yeux, incrédule. Tu me mets dehors? Tu veux me prendre ma voiture? Ma maison. Ma voiture, ai-je corrigé? Elle a froissé le papier et me l'a jeté au visage. Tu n'oseras jamais. Maman ne te laissera jamais faire. Tu bluffes. Tu es juste une vieille fille aigrie qui veut de l'attention. Garde ta lettre. Je rentre chez moi. Avec ma voiture. Elle a pivoté sur ses talons hauts, faisant claquer ses cheveux longs comme une cape de super-héros, et s'est dirigée vers la Peugeot 3008 garée un peu plus loin. Elle marchait avec cette arrogance de ceux qui n'ont jamais connu de vraies conséquences. Elle pensait que la conversation était terminée. Elle pensait qu'elle avait gagné, comme toujours, en criant plus fort. Je me suis rassise. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application My Peugeot. Le statut du véhicule s'affichait, connecté. J'ai appuyé sur l'icône en forme de cadenas rouge. Confirmation requise, voulez-vous immobiliser le véhicule? J'ai regardé Oriane arriver près de la voiture. Elle a sorti ses clés, un sourire méprisant aux lèvres, probablement déjà en train d'imaginer comment elle allait raconter cette histoire à Zélie en me faisant passer pour la méchante. J'ai appuyé sur « Oui ». Oriane est montée dans la voiture. Je voyais tout depuis ma place, comme si je regardais un film au ralenti. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle ne se contentait pas de monter. Elle a sorti son téléphone, l'a fixé sur le support de tableau de bord, et a lancé un live Instagram. Je l'ai su parce que mon propre téléphone a vibré, Oriane-Lifestyle est en direct, ma sœur pète les plombs. Storytime. J'ai cliqué sur la notification. L'image de ma sœur est apparue sur mon écran, en direct, à quelques mètres de moi. Elle était dans la voiture, cadrant son visage parfait et le logo Peugeot sur le volant. Coucou mes amours, disait-elle avec cette voix faussement enjouée qu'elle réservait à ses 15 000 abonnés. Désolée pour le retard. Je viens de vivre un truc de dingue. Ma sœur, vous savez, celle dont je vous parle tout le temps, la rabat-joie? Elle vient de me faire une crise de jalousie en pleine rue. Elle a bloqué ma carte bancaire parce qu'elle ne supporte pas que je sois heureuse. C'est de la violence financière, franchement. Les commentaires défilaient, oh ma pauvre chérie. Les familles toxiques, on connaît. Courage Oriane. Mais bon, a continué Oriane en remettant une mèche de cheveux, on ne va pas se laisser abattre par les rageux. Je vais chercher Zélie et on va aller bruncher ailleurs. Regardez, heureusement que j'ai ma bébé, ma voiture, ma liberté. Elle a appuyé sur le bouton « Start » du tableau de bord. À l'écran, et dans la réalité, il ne s'est rien passé. Pas de vrombissement de moteur. Juste un clic sec. Oriane a froncé les sourcils.
Petit bug technique. Attendez. Elle a appuyé à nouveau. Clic, clic. Soudain, le tableau de bord s'est illuminé comme un sapin de Noël, mais en rouge agressif. Les feux de détresse se sont déclenchés tout seuls. Une alarme stridente a commencé à hurler, faisant se retourner tous les passants dans la rue. Et puis, le clou du spectacle. Grâce à la fonction de synthèse vocale que j'avais programmée via l'application une minute plus tôt, la voix robotique du GPS a retenti dans l'habitacle, captée parfaitement par le micro de son téléphone en direct. Alerte! Utilisateur non autorisé. Accès révoqué par le propriétaire, Fanelli Le Gall. Véhicule immobilisé. Veuillez quitter le véhicule immédiatement. Le silence dans le live a duré 1 seconde, mais il a pesé 1 tonne. Le visage d'Oriane s'est décomposé. La honte pure, brute, a remplacé l'arrogance. Le chat du live stream a explosé, mais cette fois, le vent avait tourné. Attends, la voiture n'est pas à toi. Accès révoqué par le propriétaire? LOL, c'est la voiture de ta sœur? Tu as menti en disant que tu l'avais achetée avec tes partenariats? La honte. Chais. Bien fait. Oriane a paniqué. Elle a essayé de couper le live, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle a fait tomber le téléphone entre les sièges. On ne voyait plus que le plafond de la voiture, mais on entendait tout. Putain, démarre. Démarre, criait-elle en frappant le volant. Fanelli, espèce de salope. L'alarme continuait de hurler. Les passants s'arrêtaient, filmaient la scène. Oriane, l'influenceuse qui vivait pour l'image, était en train de devenir un mème viral en temps réel. J'ai bu la dernière goutte de mon café. J'ai envoyé un SMS à Oriane, la police a été prévenue d'une tentative de vol de mon véhicule d'entreprise. Si j'étais toi, je courais. J'ai vu la porte de la voiture s'ouvrir brusquement. Oriane est sortie, trébuchant presque. Elle a regardé autour d'elle, sauvage, traquée. Nos regards se sont croisés à travers la vitre du café. J'ai levé ma tasse en un toast silencieux. Elle n'est pas venue m'affronter cette fois. Elle a pris son sac et elle est partie en courant, littéralement en courant, sous les regards moqueurs de la foule et le hurlement incessant de l'alarme de la voiture. J'ai désactivé l'alarme depuis mon téléphone une fois qu'elle a disparu au coin de la rue. Le silence est retombé. C'était une victoire, oui. Mais au fond de moi, je ne ressentais pas la joie sadique que j'avais imaginée. Je ressentais une immense fatigue. C'était la fin d'une époque. La fin de l'illusion que nous étions une famille. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Oriane. La photo de maman s'affichait sur l'écran. J'ai fermé les yeux un instant. J'avais vaincu le dragon, mais maintenant, je devais affronter la reine-mère qui l'avait élevée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. Allô, maman. Fanelli. La voix de ma mère tremblait, au bord de l'hystérie. Oriane m'appelle en pleurs. Elle dit que tu as volé sa voiture. Que tu l'as humiliée devant tout le monde. Dis-moi que c'est une erreur. Dis-moi que tu n'as pas fait ça à ta propre sœur. Ce n'est pas sa voiture, maman. C'est la mienne. Et je n'ai rien volé. J'ai juste repris ce qui m'appartenait. Mais pourquoi, sanglota-t-elle. Nous sommes une famille. C'est là que j'ai compris que le combat le plus dur ne faisait que commencer. La conversation avec ma mère a été, sans aucun doute, le moment le plus douloureux de cette journée. Oriane était l'ennemi déclaré, c'était facile de la combattre. Mais maman était la victime collatérale, ou du moins, c'est ce qu'elle aimait faire croire. Tu es cruelle, Fanelli, m'a-t-elle dit, sa voix se brisant en 1000 morceaux. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Il t'avait demandé de prendre soin de nous. L'invocation de mon père. L'arme nucléaire émotionnelle. D'habitude, cela suffisait à me faire plier, à me faire signer des chèques, à me faire excuser. Mais pas aujourd'hui. L'armure que je m'étais forgée dans le bureau de l'avocat tenait bon. Papa m'a demandé de prendre soin de vous, maman. Pas de financer la vie de princesse d'une adulte de 30 ans qui me crache dessus. Tu sais ce qu'elle a dit hier soir? Elle était juste fatiguée, elle a bu un peu trop. Maman cherchait déjà des excuses, comme toujours.
Elle avait passé sa vie à excuser les caprices d'Oriane. Oriane est sensible, tu le sais. Elle a besoin de soutien. Toi, tu es forte. Tu n'as pas besoin de tant d'attention. Ces mots m'ont coupé le souffle. Je suis forte? Non, maman. Je suis seule. C'est différent. J'ai 32 ans, je vis dans un studio de 20 mètres carrés alors que je paye pour une maison de 150 mètres carrés où je n'ai même pas le droit de dormir. C'est fini. Si tu la mets dehors, tu me mets dehors aussi, menaça-t-elle. C'était du chantage affectif pur. C'est ton choix, maman. La maison est à mon nom. Tu peux rester. Je ne te mets pas dehors, toi. Mais Oriane doit partir. Et si tu choisis de la suivre dans sa chute, je ne t'en empêcherai pas. Un silence glacial s'installa au bout du fil. Elle n'avait jamais entendu ce ton dans ma voix. Elle réalisait soudain que la dynamique avait changé. Je n'étais plus la fille docile. J'étais la propriétaire. Je vais t'envoyer un fichier, maman. Regarde-le avant de me rappeler. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai envoyé le fichier Excel que j'avais préparé la veille. 3 ans de dépenses. 3 ans de sacrifices chiffrés. Total, 84 000 €. C'était le prix de ma force. Je suis rentrée chez moi, épuisée. J'ai éteint mon téléphone. Je voulais juste dormir. Mais le monde moderne ne dort jamais. Le lendemain, dimanche, je me suis réveillée avec une sensation de gueule de bois sans avoir bu une goutte d'alcool. J'ai rallumé mon téléphone. Il a explosé de notifications. Oriane n'avait pas dormi non plus. Mais elle n'avait pas réfléchi. Elle avait réagi. Sur son compte TikTok, une nouvelle vidéo avait été postée dans la nuit. Titre, La vérité sur ma sœur monstre. Elle avait fait un montage. Elle avait pris des vieilles vidéos de famille, des moments où je criais parce que j'étais à bout de nerfs lors de la succession de papa, et elle les avait sortis de leur contexte. On me voyait hurler, « Je ne vous donnerai plus rien. Débrouillez-vous. » Dans la réalité, je criais ça au créancier de papa au téléphone. Dans sa vidéo, on avait l'impression que je hurlais sur ma mère en pleurs. La légende disait, voilà la vraie Fanélie. Celle qui maltraite sa mère veuve et sa sœur. Elle nous a coupé les vivres, elle nous jette à la rue en plein hiver, tout ça parce qu'elle est obsédée par l'argent. Elle a détourné l'héritage de papa pour tout mettre à son nom. Aidez-nous. J'ai lu les commentaires. Ils étaient horribles. Quelle sorcière. On devrait appeler son employeur. Courage Oriane, on va faire une cagnotte pour toi. Mon sang s'est glacé. Elle ne se contentait pas de se défendre. Elle essayait de me détruire. Elle m'accusait de détournement d'héritage, un crime grave. Et pire, elle menaçait mon travail. Mon entreprise, une multinationale pharmaceutique, est très à cheval sur l'éthique. Si ces accusations arrivaient au RH, j'ai senti la panique monter. La vraie peur. Celle de tout perdre, ma réputation, mon gagne-pain, ma dignité. Mais alors que je relisais ces mensonges, une notification LinkedIn est apparue. Un message privé d'un collègue, « Fanélie, tu as vu ça? Quelqu'un envoie cette vidéo au RH de la boîte. Tu devrais préparer ta défense. » Oriane avait franchi la ligne rouge. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une tentative d'assassinat social. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à mon père. Il n'aurait jamais voulu ça. Mais il n'aurait jamais voulu non plus que sa fille aînée soit détruite par la cadette. J'ai appelé Maître Valérien. C'était dimanche, mais il a décroché. Elle a posté une vidéo diffamatoire, dis-je d'une voix blanche. J'ai vu, répondit-il. C'est une erreur tactique majeure de sa part. Elle vient de nous donner les armes pour l'achever légalement. Fanélie, rassemblez toutes les preuves. Relevé bancaire, acte notarié prouvant que l'héritage était une dette et non un trésor. On ne va pas se contenter de se défendre. On va contre-attaquer. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à compiler le dossier de la vérité. Les reçus, the recept, comme on dit sur Internet. Elle voulait une guerre publique?
Elle allait la voir. Mais contrairement à elle, je n'allais pas utiliser de l'émotion et des montages trompeurs. J'allais utiliser des faits. Des chiffres. De la réalité brute. J'ai rédigé un post unique. Pas de vidéo larmoyante. Juste du texte et des photos de documents officiels, en floutant les données sensibles. Titre, le prix du silence, 84 000 €. J'ai survolé le bouton « Publier ». Mon doigt tremblait. Une fois cliqué, il n'y aurait plus de retour. Plus de repas de Noël. Plus de semblants de famille. J'ai cliqué. Mon post a eu l'effet d'une bombe nucléaire tactique. Contrairement au public adolescent d'Oriane qui réagissait à l'émotion, mon réseau était composé d'adultes, de professionnels, de gens de Besançon qui connaissaient la réputation de notre famille. J'y exposais tout. L'acte de succession montrant les 150 000 € de dettes laissées par mon père. Les documents de refinancement prouvant que j'avais emprunté en mon nom propre pour sauver la maison. Les relevés bancaires montrant que je payais toutes les factures de la maison, plus l'argent de poche d'Oriane. Et enfin, le relevé de la veille, 340 € au restaurant Le Sauvage, avec l'heure précise. J'ai conclu par une phrase simple, je ne demande pas la pitié. Je demande juste la vérité. Je ne mets personne à la rue par cruauté, je cesse simplement de financer ma propre humiliation. En quelques heures, le vent a tourné de manière spectaculaire. Internet est un juge impitoyable, mais il aime les preuves. Les commentateurs ont commencé à disséquer les mensonges d'Oriane. Attends, elle dit qu'elle est SDF mais elle a dépensé 300 balles au resto hier? La sœur a payé les dettes du père? C'est une sainte, pas un monstre. Oriane, tu es une menteuse. Rends l'argent. Lundi matin, j'ai été convoquée par la DRH de mon entreprise. J'y suis allée avec mon dossier sous le bras et maître Valérien à mes côtés. La réunion a duré 20 minutes. Quand ils ont vu les preuves de la diffamation et du harcèlement dont j'étais victime, l'attitude de la DRH a changé du tout au tout. Ils m'ont assuré de leur soutien et ont même proposé l'aide du service juridique pour protéger l'image de l'entreprise contre les attaques d'Oriane. En sortant du bureau, j'ai reçu un SMS d'Oriane. Pas d'insulte cette fois. Juste 3 mots, tu m'as tué. Je n'ai pas répondu. Elle n'était pas morte. Son ego l'était. C'était différent. Les semaines suivantes ont été un flou de procédures juridiques. Le délai de 30 jours pour quitter la maison s'égrenait. Oriane et maman ne m'ont plus contacté. J'ai appris par des voisins qu'elle faisait des cartons. Maman avait finalement décidé de ne pas suivre Oriane dans sa chute. Elle avait trouvé une place dans une résidence senior confortable, financée par sa petite retraite et une aide sociale que je l'avais aidée à obtenir, à distance, via l'assistante sociale. Elle avait compris, trop tard, qu'elle ne pouvait plus cautionner la folie de sa cadette. Oriane, elle, était seule. Ses amis, influenceurs, comme Zélie, l'avaient lâchée dès que le scandale avait éclaté et que l'argent avait cessé de couler. Personne ne veut d'une amie qui ne peut plus payer le champagne. Le 30e jour est arrivé. Le jour de l'état des lieux de sortie. J'avais engagé un huissier pour m'accompagner. Je ne voulais pas être seule face à elle. Je ne voulais pas craquer. Nous sommes arrivés devant la maison à 14 heures. La Peugeot 3008 n'était plus là, elle avait été récupérée par la dépanneuse 3 semaines plus tôt sur ordre du tribunal. Il y avait juste quelques sacs poubelles sur le trottoir et une vieille Twingo que je ne reconnaissais pas. La porte s'est ouverte. Oriane était là. Elle avait l'air terrible. Plus de maquillage, les cheveux attachés en un chignon gras, vêtue d'un jogging gris taché. Elle a maigri. Elle ne m'a pas regardé. Elle a tendu les clés à l'huissier sans un mot. L'état des lieux, a demandé l'huissier. Faites ce que vous voulez, a-t-elle murmuré d'une voix rauque. Il n'y a plus rien. Elle a pris un sac de sport, est montée dans la vieille Twingo qui l'attendait, conduite par un garçon que je ne connaissais pas, et elle est partie. Pas de scène. Pas de cri. Juste une défaite silencieuse et totale. Je suis entrée dans la maison. Ma maison. L'odeur m'a frappée. Une odeur de renfermé, de poussière et de négligence. Le salon était vide. Elles avaient tout pris.
Les meubles, que j'avais payés, la télé, les tapis. Mais ce n'était pas le pire. En inspectant les pièces, j'ai réalisé la mesquinerie de sa vengeance. Elle avait dévissé toutes les ampoules. Toutes. Elle avait retiré les piles de toutes les télécommandes de la climatisation. Elle avait même pris le papier toilette et les bacs à glaçons du congélateur. Dans ma chambre, celle que je n'avais pas occupée depuis 3 ans, j'ai trouvé le cadre photo de papa. Il était posé face contre terre sur le sol. La vitre était fissurée, comme si quelqu'un avait marché dessus délibérément. J'ai ramassé la photo. J'ai caressé le visage de mon père sous le verre brisé. Désolé, papa, ai-je chuchoté. J'ai dû casser la maison pour la sauver. J'ai parcouru les pièces vides, éclairées seulement par la lumière grise de l'hiver passant par les fenêtres sans rideaux. C'était sinistre. C'était triste. Mais pour la première fois depuis la mort de papa, c'était calme. Il n'y avait plus de fantômes ici. Il n'y avait plus de mensonges. Il n'y avait que 4 murs et un toit qui m'appartenaient enfin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé l'électricien. Bonjour, j'ai besoin de remettre de la lumière partout. Je recommence à zéro. Les mois qui ont suivi l'expulsion ont été une période de reconstruction, tant pour la maison que pour moi-même. J'ai passé mes week-ends à peindre, à réparer, à nettoyer les traces de 3 années de négligence. J'ai transformé la maison. J'ai effacé le goût douteux d'Oriane, ses papiers peints dorés, ses miroirs partout pour revenir à quelque chose de simple, d'authentique. J'ai loué le rez-de-chaussée à un jeune couple de professeurs, Marc et Sophie. Ils payaient leur loyer à l'heure, ils étaient discrets, et ils m'invitaient parfois à prendre l'apéro. C'était étrange d'avoir des étrangers chez soi qui vous traitaient avec plus de respect que votre propre sang. Je n'avais aucune nouvelle d'Oriane. Elle m'avait bloqué partout. Maman m'appelait de temps en temps depuis sa résidence. Nos conversations étaient polies, mais distantes. Elle ne parlait pas d'Oriane, et je ne posais pas de questions. C'était un pacte tacite de non-agression. Et puis, 6 mois après le grand nettoyage, je suis allée faire mes courses au grand hypermarché Carrefour en périphérie de Besançon. C'était un mardi soir, il y avait peu de monde. J'étais dans le rayon des pâtes quand je l'ai vue. Elle était en train de mettre en rayon des boîtes de conserve, vêtue du gilet bleu de l'enseigne. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval stricte. Pas de faux ongles. Pas de faux cils. Elle avait l'air normal. Mon cœur a raté un battement. J'ai failli faire demi-tour. La tentation de fuir était forte. Mais quelque chose m'a retenu. Je l'ai observée pendant 1 minute. Elle travaillait vite. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle était concentrée. C'était une Oriane que je ne connaissais pas. Une Oriane qui travaillait. Soudain, elle s'est retournée et m'a vue. Elle s'est figée, une boîte de petits pois à la main. La peur a traversé ses yeux. Elle a cru que j'allais venir me moquer d'elle, l'humilier comme elle m'avait humiliée, prendre une photo pour la poster sur Internet, regarder l'influenceuse déchue qui range des petits pois. Je me suis approchée. Elle a reculé d'un pas, défensive. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle sifflé, mais sans venin cette fois, juste avec méfiance. « Tu viens vérifier si je suis assez misérable ?» Non, dis-je doucement. J'ai regardé son badge, Oriane, stagiaire. Je fais juste mes courses. Un silence lourd s'est installé entre nous, ponctué par la musique d'ascenseur du magasin et les bips des caisses au loin. Je bosse, dit-elle, comme une justification. C'est un CDD. Je paye ma chambre. Je ne dois rien à personne. Il y avait de la fierté dans sa voix. Une fierté fragile, nouvelle, maladroite. C'était la première fois de sa vie qu'elle gagnait 1 euro qu'elle n'avait pas extorqué ou mendié. J'ai souri. Un vrai sourire, sans ironie. C'est bien, Oriane. Vraiment. Elle m'a regardé, cherchant le piège. Elle n'en a pas trouvé. Ses épaules se sont détendues d'1 millimètre. C'est dur, avoua-t-elle soudain, comme si les mots lui échappaient. Le mal de dos. Les clients chiants. Les horaires. Je ne savais pas que c'était si dur. Oui, c'est dur, confirmai-je. C'est ça, la vraie vie.
Elle a baissé les yeux sur ses mains abîmées par les cartons. Tu savais, toi. Depuis le début. J'ai appris. Comme tu apprends maintenant. Elle a hoché la tête, ravalant une larme. Je ne vais pas m'excuser, Fanelli. Pas encore. Je suis encore trop en colère contre toi. Tu as tout cassé. J'ai tout cassé pour que tu puisses te construire, répondis-je. Un jour, tu comprendras. Ou pas. Ça n'a plus d'importance. L'important, c'est que tu es debout. Je n'ai pas cherché à la serrer dans mes bras. Ce n'était pas un film hollywoodien. Il y avait trop de blessures, trop de cicatrices. On ne répare pas des années d'abus en une conversation au rayon conserve. Bon courage pour ton service, dis-je en reculant. Salut, murmura-t-elle. Je suis allée à la caisse. J'ai payé mes courses avec ma carte bancaire. En sortant, j'ai respiré l'air frais du parking. Je me sentais légère. Je n'avais pas retrouvé ma sœur ce soir-là. Mais j'avais vu naître une adulte. Et c'était plus que ce que j'espérais. Oriane avait perdu son sourire arrogant, ce sourire fou qui masquait son vide intérieur. Mais elle était en train de gagner quelque chose de bien plus précieux, la dignité. Cette rencontre au supermarché a été un tournant, mais pas de la manière dont on pourrait l'imaginer. Nous ne sommes pas redevenus les meilleurs amis du monde. Il n'y a pas eu de déjeuner du dimanche ou de séance de shopping entre sœurs. Mais la guerre était finie. Le traité de paix était signé, non pas avec de l'encre, mais avec du silence et de la distance respectueuse. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un virement sur mon compte bancaire. Montant, 50 €. Libellé, remboursement dette janvier 1680. J'ai éclaté de rire devant mon écran. À ce rythme-là, il lui faudrait 140 ans pour me rembourser les 84 000 €. Mais ce n'était pas la somme qui comptait. C'était le geste. C'était la reconnaissance officielle, bancaire, qu'elle me devait quelque chose. C'était la preuve qu'elle avait accepté la réalité. J'ai utilisé ces 50 € pour m'acheter un bouquet de fleurs immenses. Des pivoines. Mes préférées. Pas pour les offrir à quelqu'un, mais pour les mettre au milieu de ma table de salon. Pour moi. La vie a repris son cours à Besançon. J'ai obtenu une promotion au travail. Sans le stress financier constant d'Oriane, j'étais plus performante, plus détendue. J'ai même recommencé à sortir. J'ai rencontré un homme, Pierre, un architecte qui aime la randonnée autant que moi. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a demandé, « Tu as de la famille dans la région ?» J'ai hésité une seconde. Avant, j'aurais répondu avec un soupir lourd, « Oui, une mère et une sœur à charge, c'est compliqué. » Cette fois, j'ai souri et j'ai dit, « J'ai une sœur. Elle suit sa propre voie. Nous sommes très indépendantes. » C'était la vérité. 6 mois plus tard, c'était Noël. Je n'attendais rien. J'avais prévu de le passer avec Pierre et ses parents. Mais le 24 décembre au matin, j'ai trouvé une petite boîte dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre, elle avait été déposée à la main. À l'intérieur, il y avait une ampoule. Une simple ampoule LED neuve. Et un petit mot, écrit de l'écriture patte de mouche d'Oriane, j'ai volé la lumière en partant. Je commence à la rendre. Joyeux Noël. PS, je suis adjointe de rayon maintenant. J'ai vissé l'ampoule dans la lampe de mon bureau. Elle a éclairé la pièce d'une lumière chaude. J'ai pleuré, pour la première fois depuis le début de cette histoire. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. La boucle était bouclée. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin. La maison est payée. La voiture est à moi. Mon compte en banque est sain. Mais ma plus grande richesse, c'est cette paix intérieure que personne ne peut m'acheter ni me voler. Oriane continue son chemin. On s'envoie des messages pour les anniversaires. C'est court, c'est poli, c'est suffisant. Elle ne redeviendra jamais l'influenceuse qu'elle rêvait d'être, et c'est tant mieux. Elle est en train de devenir quelqu'un de réel. Maman va bien dans sa résidence. Elle se plaint parfois que je suis dure, mais je la vois plus sereine aussi. Elle n'a plus à arbitrer des guerres qu'elle ne comprend pas. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter d'avoir écrasé ma sœur.
C'est pour vous dire ceci. On nous apprend, surtout aux femmes, que l'amour c'est le sacrifice. Que la famille passe avant tout. Que dire non est égoïste. C'est un mensonge. Dire non à l'abus, c'est l'acte d'amour le plus élevé qui soit. J'ai dû tuer la petite fille docile en moi pour laisser vivre la femme libre. J'ai dû accepter d'être la méchante dans l'histoire d'Oriane pour devenir l'héroïne de la mienne. L'humiliation qu'elle a voulu m'infliger ce soir-là, avec cette note vocale cruelle, a été le plus grand cadeau qu'elle pouvait me faire. Elle m'a réveillée. Elle a transformé ma douleur en colère, et ma colère en action. Alors, à vous qui m'écoutez, je vous pose cette dernière question, et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'y répondre dans les commentaires, de partager votre expérience, de liker cette vidéo si elle a résonné en vous. Qui portez-vous sur votre dos aujourd'hui? Qui financez-vous avec votre énergie, votre argent, votre santé mentale, en espérant qu'un jour ils changeront? Lâchez-les. Ils vont crier. Ils vont vous haïr. Ils vont dire que personne n'a besoin de vous. Mais quand la poussière retombera, vous verrez qu'ils apprendront à marcher. Et vous, vous apprendrez enfin à voler. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez jamais, jamais personne vous faire croire que votre seule valeur réside dans ce que vous pouvez leur donner. À bientôt.